Allez, on va commencer. Il faudra excuser Caroline Petit qui essaye de venir, mais je ne pense pas qu'elle arrive dans les délais, et Nick. Excusez François Nosson, Christophe qui est malade et Florence qui est venue. Et nous excuse Anne. Voilà. Décidément. Ce soir. Le directeur général compte déjà pour les programmes. Si on se lève, on n'est plus bon. Vous pouvez bouger. Bon, allez. Donc la séance est ouverte. Alors, d'abord, pas un point que je vous demande en urgence, tout ce qui arrive, c'est l'Assemblée générale ordinaire de RESA, qui est pour. Merci. Alors, il y a plus de remarques sur le procès verbal de la séance du 31 mars 2020. Qui est pour. Merci. Alors, le point de vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation d'un conseiller communal ou d'une conseillère communale, bien entendu. Donc, nous validons les pouvoirs de Mme Sabine de Courtière, que j'invite devant moi pour prêter le serment pour son installation. J'ai deux copies en moi. Oui. Mais non, je ne dois pas dire tout ça, moi. La lunette. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Voilà, Sabine, félicitations, je t'invite à prendre place. Oh, continuez. Oui. Alors, ensuite à cela, donc, le tableau de préséance des membres doit être réalisé, donc nous l'arrêtons. Alors, fabriquer de tous réformation, rien de bien grave, qui est pour. Merci. Alors, ordonnance de police relative au passeport de notaire. On a déjà eu l'occasion de parler de choses similaires. Donc, c'est à la demande de la zone de police qui nous porterait une harmonisation des ordonnances sur l'ensemble des communes de la zone. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Qui est pour? Merci. Alors, rue réservée aux jeux. Donc, ce que nous faisons depuis quelques années, c'est interroger les riverains et en fonction des résultats que nous avons, nous maintenant, on supprime des rues. Donc, en fonction des résultats du sondage référendum, je ne sais pas comment on va l'appeler, en fait, de la demande d'avis. Donc, nous vous proposons de garder dans cette catégorie la rue Joséphine Coury et le chemin du crucifix Pasteur. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Qui est pour? Merci. Et je me demande des emprunts communaux d'Infuse Bank, pour des infos que nous faisons régulièrement. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Une remarque. Simplement, on a argumenté l'année dernière, donc manifestement on n'a pas été entendu, donc on votera de la même manière cette année. Ok. Qui est pour? J'ai aussi des remarques. Effectivement, ce débat qu'on a eu en décembre 2020, sauf erreur de ma part, on a déjà effectivement formulé les griefs qu'on pensait au niveau de cette technique. La technique est encore utilisée aujourd'hui, et moi j'ai juste envie de relever qu'avec cette technique-là, ça va impacter les législatures futures. Et pas méchamment. Je ne dis très méchamment même en fait. C'est vrai que pour le moment, on a une bulle d'oxygène, puisqu'on bénéficie de certains disponibles qui, à mon avis, très appréciés pour le moment dans le budget, mais ça va grever les budgets futurs. Si je prends ne fût-ce que l'année 2042, en cumulant cet rééchelonnement-ci avec celui qui est passé en décembre 2020, et bien rien que pour la dette, le budget devra rembourser 974 892 euros, presque un million. Presque un million.
sans compter toutes les cotisations qu'on va payer et tous les éléments qui sont extérieurs au budget. C'est un point qui est relativement important, me semble-t-il, et j'ai l'impression que ici, on est en train de faire peser la gestion de la dette sur les législatures futures, pour ne pas reprendre le terme génération future qui ont été utilisés dans des précédents conseils où on a abordé ce point-là. Et nous, ça nous inquiète. Ça nous inquiète fortement, parce que la première technique, je l'ai dit, c'est 2 200 000. Ici, ça coûtera 1 294 722 en contribuables unitoires. Alors on va nous dire, oui, mais il y a l'inflation. Il faut compter sur l'inflation. Je crois qu'on a entendu le Premier ministre aujourd'hui dire qu'avec l'inflation, on allait vers des années difficiles lors des prochaines années. Et vous savez aussi que lorsqu'il y a l'inflation, le mécanisme de la Banque Centrale Européenne, c'est d'augmenter les taux. Or, ici, au niveau des taux, il y a des taux qui sont effectivement fixes, mais là qui sont variables. Et cela, on ne les connaît pas encore aujourd'hui. Et donc moi, j'ai l'impression qu'ici, on va reprendre une citation qui a été faite par le nouveau réélu président français. On fait un peu du Gérard Majax en essayant d'avoir un certain disponible ici à l'heure actuelle et en faisant peser la dette ultérieurement. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous inquiète fortement parce qu'en fait, on nous demande 2 choses. On nous demande premièrement le rééchelonnement et deuxièmement, on nous demande aussi de réaugmenter la progressivité de l'amortissement. Donc, ce qui est en fait le vase communicant, on va payer moins maintenant et plus tard. Et donc, ça va encore faire peser sur les finances communales ultérieurement un coût qui est non négligeable quand on sait qu'à l'heure actuelle, ça devient de plus en plus difficile. Je vais même pas encore parler des pensions, évidemment, de tous ces éléments extérieurs qui pèsent sur les finances communales. Donc voilà, on émet évidemment des très nettes réserves par rapport à ce mécanisme. J'avais cité Lincoln la dernière fois en disant, je le redis, qu'un homme politique pense aux prochaines élections, un homme d'État pense aux générations futures. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'on essaie de combler et de mettre des budgets en équilibre sans forcément penser au budget futur. Quand on sait que c'est difficile, ça nous inquiète. Voilà les remarques que vous voulez faire, donc fatalement sans surprise de votre attente. Je ne vais pas trop paraphraser Lincoln, mais je te remercie, pas du compliment, mais de la gentillesse, où tu ne me mets pas totalement dans les politiciens, et je ne prétends pas être un homme d'État. Ça fait 20 ans que je suis aux finances à la commune, ça fait 20 ans que j'entends ce discours. Et je n'ai pas le sentiment que ça ait reporté aujourd'hui, alors qu'on pratique, Jean Bastel à faire devant moi, des charges insupportables. Pour 2 raisons. La première, tu l'as dit toi-même, mais tu évacues l'argument. Je t'invite à faire le calcul et à analyser effectivement 974 000 dans 20 ans. En francs constants, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc il faut effectivement tenir compte de la charge de l'inflation et de l'impact. On ne raisonne pas sur des périodes de 20 ans en euros, je dis en francs constants, en euros constants. Donc les 974 000 que tu cites, ils valent nettement moins si on les actualisait aujourd'hui. Je vais faire un petit rapide calcul sur base de taux d'inflation de 4%. Et l'inflation aura d'autres effets pervers, je suis bien d'accord, mais pas sur cet élément-là. On se retrouve à 150, 200 000, peut-être quelque chose comme ça. Mais surtout, il y a un autre élément que vous oubliez toujours de citer, c'est que, je veux dire, quelque part, il ne faut pas trop extrapoler sur les comparaisons avec des situations de patrimoine familial. On est dans un service public, avec une continuité, toute comparaison n'est pas raison nécessairement. Néanmoins, moi je serais très heureux si quand j'ai commencé ma vie, j'ai commencé à avoir des enfants, j'avais peut-être, je dedans, 10 000 euros en poche, et peut-être quand si je meurs un jour, que je peux leur léguer 2 ou 3 biens immobiliers, par exemple. Même s'il y a des dettes qui frappent encore ces biens immobiliers. Ben, je pense que ce strict point de vue, qui n'est pas le but dans la vie, comme tous les éléments, ben, je trouve qu'on n'aura pas trop mal réussi. Or, il y a 20 ans, en 2002, le patrimoine de la commune, c'était 23 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 53 millions. Et même si tu enlèves la charge d'inflation, en réalité, ça représente une augmentation de 60 à 70% de la valeur du patrimoine. Quand on a géré comme ça, je pense qu'on a pensé aux générations futures. Mais c'est une interprétation. Et où il faut rester attentif, et là je te rejoins, bien entendu, ça, toute la gestion de la dette. Le problème majeur qui est là-dedans, c'est un problème légal par rapport à l'indemnité de renvoi. C'est ça qui est le point sensible. Et donc, ce qu'il faut obtenir pour l'ensemble des communes, c'est que le système de l'indemnité de remploi dans les emprunts et la gestion de la dette pour les pouvoirs locaux soit mis sur le même niveau que ce qu'on fait pour les entreprises privées. Dans ce pays, il y a une loi qui interdit l'indemnité de remploi de plus de 6 mois pour les entreprises privées. Je me demande quelles sont les tendances politiques qui ont fait qu'à un moment donné, ce ne soit pas étendu aux communes. Il
faut se poser cette question. La vraie question en termes de légistique par rapport au futur, et donc je ne parle pas que de Denis ici, c'est la législation applicable aux indemnités de remploi. Et quand tout le monde, toute tendance politique confondue, aura convaincu que c'est un hold-up finalement des banques sur ce truc, mais pas qu'il ne faut pas d'indemnité de remploi, mais qu'elle n'est pas limitée, ça sert à rien. Voilà, maintenant on peut avoir un débat, nous l'avons déjà eu. Je pense que ici on est dans l'échange d'arguments et pas dans le souci de convaincre l'autre. Nous avons tous notre poitrine de temps. Un échange de points de vue. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Qui est pour? Qui est contre? Merci. Alors, nous en arrivons donc au compte communal. Donc, compte communal 2021, qui exceptionnellement est présenté au mois d'avril. Pourquoi? Parce qu'il faut bien vous dire, et vous en êtes tous conscients, je sais, que ce qui se passe au niveau international aujourd'hui avec l'impact sur le coût de l'énergie est extrêmement préoccupant. Et donc, nous nous sommes trouvés dans une situation au mois de mars où tout était quasiment très peu présenté, mais nous avons souhaité avoir quand même un délai de réflexion sur la manière d'intégrer cette problématique du coût de l'énergie. À ce titre, il y a, je crois que c'est la semaine prochaine, une réunion organisée par la province de Liège dans le cadre du marché, marché groupé, que la province a organisé et qui doit normalement nous protéger au niveau des communes sur les augmentations. Donc on va voir. Donc nous avons donc intégré, je parle du budget ici et du compte, mais les deux, on s'est bien compris dans les deux, c'est donné dans le budget. Alors au niveau du compte, a priori le compte, en fonction du travail que nous avons fait, il est très bon. Il est en tout cas en phase complète par rapport au compte des années précédentes. Et donc vous savez bien que ce que nous essayons de faire, c'est, quand on fait notre budget, c'est d'avoir une appréciation pessimiste des recettes et on essaie d'augmenter les dépenses par rapport à ce qu'on fera finalement, et les recettes, on les minimise plutôt que de les optimiser. Ce qui nous amène toujours à un compte de plusieurs centaines de milliers d'euros. En réalité, ici, a priori, le compte 2021, c'est 900 000 € de bonus. Il se trouve qu'il y a deux événements qui sont venus et très fortement cette année, ça arrive toujours que des choses comme ça, mais cette année, ces événements sont importants, parasiter les résultats. Vous savez que l'administration fiscale a été largement régionalisée et que dorénavant, c'est la région Wallonne qui s'occupe notamment de la redistribution des additionnels. Il se trouve que la région Wallonne a plusieurs semaines de retard, ce qui nous coûte ici, en réalité, un peu plus de 500 000 €, si ma mémoire est bonne, auquel doit se joindre un autre problème, que le problème de la dernière tranche de remboursement du précompte immobilier qu'on avait dû payer dans le cadre de la caserne, qui est de l'ordre de 200 000 €. Donc ces retards de l'administration wallonne, voilà, c'est comme ça, ça nous coûte 700 000 €. Il y a un autre retard qui est le retard, Enodia ne nous a pas versé les dividendes en 2021, donc on parle de 120 000 €. Et donc d'un boni qui devait être techniquement de 900 000, suite à ces retards de versement, nous nous retrouvons un boni de 30 000 et pas de 20 000, comme c'est indiqué à une faute de frappe dans le rapport du directeur financier, donc c'est des choses qui arrivent. Donc nous sommes à 30 000 de boni, nous sommes donc quand même en boni, malgré ces situations difficiles extérieures. Alors, est-ce que c'est dramatique? Normalement, cet argent-là, on va quand même le toucher un jour. Et donc c'est pour ça que dans le budget, on l'a inscrit, une grande partie, mais on les a inscrits sans les dépenser. C'est-à-dire qu'on les a mis au budget, mais en les équilibrant par une dépense bloquante en tant que telle. Donc on ne les utilise pas en tant que telle, mais ils sont dans la comptabilité. Et j'espère que, de deux choses l'une, à tout le moins que le retard ne va pas s'aggraver, parce que si le retard ne s'aggrave pas, ça va revenir, ça veut dire qu'on va retrouver un rythme normal. Et ce serait mieux si on pouvait, en plus du rythme normal, retrouver ce qui n'a pas été versé en 2021, ce qui nous fera un boni pour 2023. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie en tant que telle au niveau du compte. Au niveau du compte, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? On peut faire les deux, mais oui, j'entends bien vos explications, je me doutais bien que ça allait être de ce style-là, donc c'est pas très surpris. Et en effet, vous avez parlé d'un montant global de 900 000.
Je voulais quand même signaler qu'au niveau de la comparaison entre le compte 2019 et le compte 2021 qu'on est en train de discuter, le montant total de la taxation au niveau des citoyens est de 695 000 € en plus, soit une augmentation de 8%. C'est largement supérieur à l'indexation, donc c'est bien la preuve que malgré le fait qu'il y a des recettes qui ne sont pas encore comptabilisées, on est déjà avec une augmentation forte au niveau, si on compare l'inflation 2019, 2020, 2021. Et donc, vous avez bien expliqué aussi que cette somme-là n'était pas perdue, elle était simplement avec un décalage par rapport à l'enroulement. Je suppose que ce sera la même chose pour le précompte immobilier de la caserne. Et Enodia, il n'y a pas de raison qu'ils ne versent pas. Donc, ces sommes-là, elles vont arriver, mais elles n'arrangent pas évidemment la situation au moment où on fait le compte. Où vous avez toujours comme explication, au moment où on met le compte, on réinjecte le montant du boni et grâce à ça, on peut remettre toute une série de nouveaux dossiers. Et ici, on se rend bien compte qu'on en a plutôt enlevé plutôt que d'en remettre. Mais bon, on en parlera peut-être au niveau du budget alors. Donc là, par rapport à cet élément-là, effectivement, si on voit dans la synthèse analytique l'évolution sur les 4 dernières années, donc d'abord je vais un peu amender ton propos sur la dette par habitant et compléter peut-être avec d'autres éléments. Donc par rapport à 2018, qui est la fin de la dernière législature, donc, en termes de charge annuelle totale par habitant, elle est de 676 € en 2021. Elle était de 651 en 2018, ce qui représente une augmentation en 4 ans de 3,8% de la charge par habitant. C'est largement inférieur à l'inflation. En ce qui concerne deux ou trois autres paramètres, bon, on ne va pas les citer tous, les dépenses de fonctionnement par habitant. Donc, est-ce que la commune vit au-dessus de ses moyens? En 2018, c'était 227 €, nous sommes à 214, c'est une diminution. Je ne parle même pas de l'impact de l'inflation. En dépenses de fonctionnement par habitant, c'est une diminution de presque 6%. Les dépenses de dette par habitant, par rapport à ce qui était payé en 2019 et ce qu'on paye maintenant, il y a une diminution de 20%. Et si on veut prendre des dépenses d'investissement par kilomètre de voirie, parce que c'est ce qui est repris ici, il y a une augmentation de 7%. Alors ici, tout n'est jamais parfait. Tout n'est jamais parfait. Il faut faire attention, et dans un sens et dans l'autre, à la manière dont on manipule les chiffres. Je ne crois pas qu'on puisse crier ni à l'acharnement fiscal, ni à l'écrasement fiscal, certainement pas. Et surtout, certainement pas au fait que des impôts seraient collectés parce que les robinets sont ouverts et qu'on ne regarde pas à ce qu'on fait, puisque je répète, les dépenses de fonctionnement par habitant diminuent en tant que tel. La dette, on en a parlé, on peut avoir un avis différent. Et surtout, malgré tout ce contexte-là, nous continuons à avoir des communes, des villages où le besoin d'investissement est important. Et alors là, on en parle un peu sur le budget, bien sûr, mais tu l'as évoqué, bien sûr qu'on a dû supprimer des dépenses. Bien sûr. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes extrêmement inquiets sur la charge au niveau de l'énergie. Nous avons augmenté, donc l'énergie, tout dans le budget communal, à peu près 600 000 €. Nous l'avons augmenté de, normalement, 428 000 €. Alors, j'espère qu'on n'a pas dépensé tout ça, mais aujourd'hui, personne autour de cette table ne sait à combien s'élèvera notre facture énergétique totale en décembre. J'ai encore reçu, vous l'avez sans doute reçu aussi, mon fournisseur d'électricité m'a téléphoné. Bon, tu dois, ton acompte, c'est 116 €, on suggère de passer à 407. Et ça fait quand même pas mal de ces trucs-là. Alors, il y a des marchés, la province nous a quand même sécurisé d'une certaine manière. Ici, il y a des mesures assez drastiques qui ont été prises au niveau du commerce, notamment au niveau du chauffage et des choses comme ça. On va voir comment ça va, mais ça, donc là, on s'en vient, on est bien d'accord. Ici, nous jouons la carte de la prudence et on va revenir sur le budget des investissements. Allez, si on parvient à faire déjà tout ça en 2022, je crois qu'on n'aura vraiment pas à rougir, même si en termes budgétaires, effectivement, on a supprimé quelques trucs. Le point principal étant une dépense qui de toute façon ne surviendra pas avant 2023, donc il n'y a pas d'impact en tant que tel. Voilà, donc tous ces points-là, évidemment, on peut, comme toujours, en discuter. Chacun peut avoir sa vision.
Voilà. De notre point de vue, c'est qu'on ne fonce pas dans le mur, c'est qu'on essaie de faire le mieux possible, qu'il y a des contraintes, et ça, elles sont indéniables. Et en ce qui concerne ce qu'on fait, ben, on pense que le bateau n'est pas trop mal dirigé. Et je ne ferai que de référence à Lincoln, ce serait totalement immodeste de dire ça. Par rapport on passe au budget. Simplement, par rapport à ce que tu viens d'expliquer, j'entends bien, si on prend les statistiques au niveau des dettes, mais il faut évidemment tenir compte que vous avez décidé d'allonger la dette. Donc évidemment le coût par habitant de la dette est étalé. Donc c'est normal qu'à un moment donné, il n'y ait pas une indexation plus que de 3,4%. Au niveau des frais de fonctionnement, sans polémiquer, hein, mais bon, il faut se rendre compte qu'il faut quand même voir d'où on vient. En 2019, on avait 130 000 de frais au niveau énergétique. On est passé à 79 000 en 2020, donc ça veut dire qu'on a eu une période où, comme on a eu des activités qui sont mises à l'arrêt, des bâtiments qui n'ont plus été chauffés de la même manière pendant toute la durée, on est remonté à 102 000, et c'est vrai qu'ici, le montant global, en tenant compte de ce que vous avez provisionné pour 2022, on le monte à 252 000. En sachant que là, on rajoute bloc E, qui est quand même un nouveau bloc, qui est celui qui n'est pas à comparer avec les autres années, puisqu'il n'était pas utilisé ou n'était pas chauffé. Mais donc voilà, c'était des réflexions aussi. Oui, on peut discuter avec plaisir. D'abord, le bloc E, il y a des charges qui sont provisionnées en recette aussi, hein, puisque c'est ça l'objet. Maintenant, ici, tu n'utilises qu'une ligne, hein, c'est pas 100 000 euros ni 200 000 euros. Le charge total d'énergie, c'est 600 000 euros à la commune, hein, quand on inclut le gaz, le mazout des bâtiments et l'essence et le mazout pour les véhicules. On est à 600 000, qu'on augmente de 430 000. Donc nous ne sommes pas à 200 000, hein, on est à 1 million. Je parle du mazout, moi. Je parle du mazout. Et je parle du fait qu'à un moment donné, il y a eu une période, en effet, où le compte 2020, le compte 2021, il y a eu un impact du fait qu'il y a certaines activités qui n'ont pas été effectuées. Et donc, on a une économie d'énergie, malgré tout, par rapport à des montants comparables à une année pleine au niveau mazout. On est à 130 000, on est descendu à 79 000 sur 2020. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui le disent. Donc, c'est les chiffres, personne n'en fait bon. Je ne vois pas ce que tu dois dire comme un conséquent. Mais bon, voilà, ok, d'accord. Après, je vois que tu es d'accord avec moi sur l'évolution de la charge fiscale par habitant. Et par rapport on est passé de 6,5 à 8,5 quand même. Hein. On est passé de 1730 à 2800. Donc, on a une augmentation en 4 ans de 3,8% par habitant de la charge fiscale, ce qui est inférieur à l'inflation. En ce qui concerne le richement des emprunts habitants, il faut voir aussi, il y a plusieurs paramètres qui doivent, si possible, l'alignement des étoiles, le fait qu'en 20 ans, nous sommes passés d'un patrimoine de 23 millions à 53 millions d'euros. Et ça, c'est un fameux cadeau que nous faisons, je crois, aux générations futures. L'opération de la caserne n'y est pas pour rien. Et les 38 hectares de réserve de terrain que nous avons là, nos enfants et nos petits-enfants en feront le meilleur usage possible. Ce sera de leur responsabilité, mais nous ne pourrons laisser les choses comme ça. Alors, au niveau du budget, peut-être si on peut passer là-dessus, pour le compte, qu'est-ce qu'on a fait? On vote. Donc, le compte qui est pour, qui est contre. Ok. Alors, au niveau de la modification budgétaire, donc, au niveau de la modification ordinaire, indépendamment de ce qui vient d'être dit, à la fois sur la mise en compte et en non-dépense sur l'année précédente des comptes, des recettes fiscales sur lesquelles nous n'avons pas pu compter l'année passée, et ça c'est conforme à la circulaire budgétaire et à la méthodologie particulière. Mis à part la prise en charge d'un complément de 428 000 de frais d'énergie en tant que tel, je veux dire, le reste on se trouve dans une modification budgétaire de la fréquence classique avec des alignements et des mises à jour, des actualisations. Alors au niveau du service extraordinaire, bon, extraordinaire c'est le nom technique, évidemment. Alors, par rapport à ce qui avait été prévu, il y a effectivement un certain nombre de changements, ça je vais le dire à juste titre. Maintenant,
il y a quand même encore des choses qui sont assez je trouve, extraordinaires par rapport à une période, en tout cas, telle que nous la vivons. Et ici, je dois quand même souligner, depuis quelques mois, l'action extrêmement efficace au niveau de nos services. On a eu beaucoup de difficultés au niveau du recrutement pour avoir des équipes solides et suffisantes. Maintenant, on a, alors des fois, il faut que tout le monde soit sur le même type, bien entendu. On a une équipe de marché public qui est terriblement affûtée. On a une équipe au niveau du service de travaux qui est affûtée aussi. Et nous, le meilleur exemple, c'est quand même le deal absolument extraordinaire avec lequel on a fait ces 48 appartements au niveau de la caserne. Et donc tout ça nous permet d'enchaîner quand même un certain nombre de projets de façon assez rapide. Bon, vous les avez vus comme moi, évidemment, au niveau de l'extraordinaire. Il y a un soutien tout ici associatif. Je dirais encore une fois l'ensemble du soutien qu'on met via des clubs de football, via des clubs de basket, vis-à-vis des associations, que ce soit chez Mousse, avec une subvention pour faire des travaux photovoltaïques. Et c'est magnifique tout ce qui est fait là depuis des années grâce à ce partenariat extraordinaire entre les citoyens et la commune de Beny. De la même manière, au niveau de Trembleur, le projet qui n'est pas une décalcomanie de mortier, mais qui s'en inspire beaucoup, donc le projet du gibet, avec cette SBL qui s'est constituée entre les citoyens et qui va utiliser ce qu'on appelle la maison de l'instituteur au centre de Trembleur. Ben, c'est un projet assez fantastique. Et donc, il nous semble opportun de les aider de la même manière que ce qui avait été fait avec Mortier, bien entendu, d'où une subvention de 200 000 €, c'est quand même pas rien du tout. Et sans cette collaboration avec les citoyens, ce serait sans doute beaucoup plus, et surtout, ça n'aurait pas d'armes, donc ça n'aurait pas d'intérêt. Je pense vraiment que c'est un projet qui peut assurer la pérennité de la vie villageoise dans Trembleur pour encore pas mal d'années. Au niveau de la mobilité douce, ben oui, beaucoup nous disent, et notamment ceux qui vont faire du vélo de temps en temps avec moi le dimanche matin, écoute, où est-ce qu'on en est, ça n'avance pas, ceci, cela. Ben, ici, nous avons quand même, au cours de ce conseil communal, je crois, des avancées significatives, mais qui sont le résultat d'un travail, alors je ne veux pas utiliser des qualificatifs trop importants, mais d'un travail énorme au niveau des services, au niveau des contacts. Le travail que représente le fait d'acquérir un terrain quand le propriétaire n'est pas tout de suite d'accord, on n'imagine pas le nombre d'heures de travail que ça représente. Mettre en place des marchés publics importants, on n'imagine pas le travail que ça représente. Ça ne va jamais assez vite, mais voilà, on y est. Nous passons dans un autre point du conseil communal en continuité de ce qui a été fait la dernière fois. L'acquisition de la dernière petite parcelle qui va nous permettre d'être propriétaire du foncier de façon à pouvoir réaliser cette passerelle qui va vraiment révolutionner la mobilité douce dans le village, puisqu'elle va enjamber une vallée. Alors on a beau aimer le vélo, les vallées ça veut dire des descentes, c'est super, ça veut dire des côtes aussi, c'est pas super. Et donc ici, la liaison entre la promenade Nicolas Donnet va nous permettre de relier quasiment à plat depuis la ligne 38 jusqu'à Lorette. Donc on est vraiment sur quelque chose, avec les efforts des autres communes, etc. Ça c'est clair. Donc ça on a acquis on a décidé pour la dernière parcelle, il faut qu'on passe les papiers chez les notaires, etc. avec ce qu'on a décidé la dernière fois. Donc on est mûr maintenant pour ce tronçon important pour la prochaine phase. Et la phase pour laquelle nous votons aujourd'hui, donc il y a le budget, mais il y a aussi le marché qui va avec, c'est quand même un investissement de 670 000 € pour démarrer à partir de Dahlem, donc la limite avec Dahlem, et remonter jusqu'à Benimine, en ce y compris tout l'aménagement en piste cyclable de l'entrée de Benimine, ce qui devrait être profitable pour tout le monde, et de Benimine jusqu'à Le Val, pour relier par le chemin de Mazevaux, Le Val, via, entre parenthèses, la très très belle réalisation qui a été faite. Il y a eu des inondations qui sont passées par là. Au départ, franchement, on pensait pas faire comme ça, mais nécessité fait loi, ça a été fait, et donc c'est très très chouette. Donc ça c'est un montant important. Au niveau de la mobilité douce, on remet encore 100 000 € de trottoir, et on n'oubliera pas les 4 mètres de la rue du fond, donc on ira les faire en tant que tel, et il y en aura d'autres, bien entendu. 100 000 € c'est quand même déjà quelque chose. Donc ça c'est quand même des investissements utiles, importants. Il y a un autre projet ici qui va être lancé, le marché public et après. L'aménagement du centre de Beny, il y a eu le Covid, c'était difficile pour les gens de se réunir. On voulait absolument qu'il y ait un groupe de citoyens qui puissent travailler là-dessus. Et chaque fois qu'ils se réunissent, c'était très positif.
Maintenant, il faut quand même encadrer tout ça par un professionnel. Et ben voilà, ça coûte quand même de l'argent, c'est quand même une somme importante, 250 000, pour avoir un auteur de projet, pour intégrer l'ensemble des éléments du réaménagement du centre d'affinage comme celui de Beny en tant que tel. Bon, il y a évidemment toute une série d'autres investissements qui sont des petits investissements en tant que tel, des mises en conformité, des choses comme ça. On a encore 200 000 € pour travailler sur notre voirie. Bon, on a une voirie communale qui n'est pas trop mal, mais ça c'est le résultat d'investissements chaque année, et grosso modo on tombe chaque année à peu près au même montant, des fois qui est plus haut, des fois qui est plus bas. Pour 200 000 €, c'est quand même pas rien du tout, donc oui, en tant que tel. Donc, voilà un certain nombre de points sur lesquels je voulais attirer votre attention au niveau de ce budget extraordinaire. Il y a plus des questions sur l'ordinaire ou l'extraordinaire, ou des suggestions. J'avais une première question. Vous avez expliqué qu'on mettrait le subside Blenimine de 25 000 € ici maintenant à la prochaine modification que vous aviez annoncée, donc je ne le vois pas. Non. Il n'a pas besoin? Prochaine fois. Prochaine modification budgétaire? La suivante. Ou pas du tout? Non. On a dit qu'on le ferait, etc. Le Blenimine ne se porte pas trop mal en termes de cash, on n'a pas besoin immédiat de cash en tant que tel, donc ça nous permet une certaine souplesse par rapport à ça. Ok. J'avais alors peut-être une explication concernant la suppression de l'auteur de projet pour l'école de Sèvres, puisque c'était dans les montants annoncés et présentés. La deuxième, c'était concernant l'aménagement du centre de regroupement des déchets inertes, qui est annulé également, et la cabine à haute tension au niveau et le raccordement électrique de la caserne de Sèvres. Donc c'est... Les déchets inertes, ils sont enlevés et ils sont remis. Je ne sais pas où, mais ils sont remis. On va percuter parce que le regroupement des déchets inertes, il y a 200. Ça, c'est un auteur de projet, donc on fait marche arrière. Ah non, il faut bien commencer par ça. Ah oui, mais le montant qui était mis précédemment, c'était pour faire quoi? Il viendra après. Ah, il viendra après, donc on a inversé le fonctionnement. Ok. Ouais. Donc ici... Donc, par rapport à l'école, il y a deux éléments. D'abord, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de choix à faire suite aux éléments qu'on a cités tout à l'heure. Il y a un autre élément par rapport à ça, c'est qu'on a bien dit qu'on ne ferait pas cette école sans subvention. Et donc, on est en train de discuter, on n'a pas eu les réponses exactement telles qu'on les voulait, sur le mécanisme à construire pour pouvoir arriver aux subventions. Voilà. C'est la situation, on aurait tous préféré pouvoir enrayer, ce n'est pas le cas cette fois-ci. Et la cabine à tension n'est plus indispensable? Donc ça va. Ça passe. Il y a des travaux, des fois, qui sont utiles, mais qui ne sont pas nécessairement urgents. Ah, mais... Donc, il a fallu qu'on fasse un certain nombre de choix. Voilà. Par rapport aux questions de choix, par rapport à ce budget extraordinaire, j'aimerais bien proposer un amendement, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc, pour la réparation du puits qui se trouve toute la Neuvrolle. Donc, ce puits est bouché, et donc déborde dans la piste cyclable, mais pas trop sur Beny, mais surtout sur Dahlem, puisqu'on est juste à la limite, et donc c'est dégueulasse. Et donc, pas plus tard que hier, j'ai eu l'occasion de discuter avec les chefs de tourisme, c'est ça, de Dahlem. Et donc, dans le cadre de la réfection de la piste cyclable par Beny sur son territoire, bien entendu, par rapport au tunnel de Dahlem, c'est dommage qu'il y a 700-800 mètres qui sont même. On me dit, écoute, si ce truc-là n'est pas réparé, on ne va pas faire une piste cyclable. Donc, je pense qu'il est opportun d'accélérer ça. On n'avait pas vu sous cet angle, objectivement. Mais je pense que la réflexion de Dahlem est correcte. Et donc, moi, je proposerais qu'on mette 100 000 € en plus pour la rénovation, le rétablissement, la réfection de ce puits. Donc là, le devis est connu, les travaux sont connus, le cahier des charges est même quasiment rédigé, etc. Voilà. Et ce serait moche d'inaugurer la piste cyclable et que 50 mètres plus bas, il y a... Et donc, pour situer, c'est où il y a la partie où il y a une espèce d'égout qui passe, enfin, ou d'eau de ruissellement qui passe, et qui fait que ça vienne sur le chemin existant, c'est ça? Et donc il a tendance à plus
C'est cette partie-là, parce que je n'arrive pas à On fait situer. plus. Il faut faire du vélo, là, ça, je te Non, mais par rapport à vos explications, je ne vous vois pas exactement au bon endroit. Bon, tu es au tunnel de Dalem. Oui, bon. Tu viens du sort de Dalem, tu passes le tunnel. Oui, je Fais vois. attention au rail, parce que comme je l'ai fait, tu prends Un beau tunnel. Tu t'arrêtes pour saluer le monument, Oui, tu montes. oui. Bon, Tout droit, tout tu droit, évites les tout droit. ornières, donc tu n'es pas tout droit parce que tu évites les ornières, etc. Donc tu essaies de ne pas tomber. Et puis à mi-côte, sur la gauche, il y a une rigole. Ah ben c'est ça que je dis. C'est ça. Mais c'est mieux expliqué comme ça. Ah oui, parce que tu as besoin. Moi je viens, étant de Bleny, je viens de Bleny moi. Hein, quand je parle de... Donc tu viens à pied, tu ne fais pas de vélo, parce que si tu faisais du vélo, tu irais de temps en temps par la route trempée, tu te reviendrais par là. Mais Donc, chacun son sport, on est encore libre. tout à fait, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, tu montes alors la rigole, et puis zoom, et puis tu arrives en réalité au début de la rue de la Meuvouette, et dans Voilà. ce coup, qui est signalé dans la rue, je pense. Ben, déjà petit temps. Hein, ouais. Bon, maintenant, il est temps de le régler, parce que bon, si on fait du cyclable, on va faire ça. De toute façon, c'est le groupe PS qui va proposer un amendement. Oui, on va proposer tous ensemble, parce que tout le monde va faire. D'autres remarques? Et donc, du coup, quelles sont les modifications que tu fais au niveau du projet? Parce que si tu augmentes les dépenses, les recettes restent à changer, ça va mettre en déséquilibre. Ah non, tu es à l'extraordinaire ici. Et ben mettre un emprunt. Hein? Donc, tu es à l'extraordinaire en tant que tel. Et donc, au niveau de l'impact sur le budget ordinaire, en tout cas cette année-ci, ça va être extrêmement minime. Parce que le travail ne va pas être fait tout de suite. Ça nous permet de lancer le marché, de lancer tout le bazar. J'espère qu'il pourra être réalisé pour la fin de l'année. Je n'en suis pas sûr. On verra bien. Ok. Bah, sinon, moi, je vais enchaîner sur. Oui. Moi, j'avais juste une question par rapport à l'étude des gros travaux qui ne sont pas spécifiés. Le redécoupage par gros travaux. Donc, il y a 7500 € qui sont budgétisés pour une étude géomètre pour gros travaux. Vous avez déjà des projets en tête Pour les géomètres? Oui. Le géomètre, on en fait tout le temps parce que il faut aller border ici, il faut faire un virage là-bas, et c'est par rapport aux travaux. Mais ici, je veux dire, si vous le mettez maintenant, c'est que vous avez des choses en perspective. Ouais. Donc ça servira aussi, si on veut faire à un moment donné nous-mêmes avec nos services une projection pour une voirie, par exemple, dire voilà, on va faire un projet de refaire une voirie avec les trottoirs et tout ça, donc pour avoir nos limites, donc on a besoin de géomètres qui pourra nous faire un plan, par exemple de la voirie, dire voilà, là sont nos limites, déjà on va faire les trottoirs, la voirie, tout ça. C'est pour avoir quelqu'un sous la main pour voir. D'accord, donc il n'y a pas de quelque chose en ligne de mire pour le moment, mais c'est au cas où. Au fur et à mesure. Il Il y a toujours des trucs qui sont pleins. Sinon, voilà, moi je trouve, enfin, je vais vous dire ce que je dis à chaque fois, c'est bien, c'est une déclaration de bonnes intentions, et donc je verrai à l'autopsie ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, mais voilà, il y a des bonnes choses dedans, et on les appréciera parce qu'elles passeront point par point, évidemment, au Conseil. Et en ce qui concerne le budget ordinaire, fatalement, sans surprise, on reste sur notre ligne de conduite, on va voter contre, même si on comprend les enjeux à l'heure actuelle, les difficultés que vous avez, notamment avec le coût de l'énergie, tout ce qui s'ensuit, on a bien compris l'explication. Et dès lors qu'il se repose sur les éléments pour lesquels nous avons voté contre, nous restons cohérents avec nous-mêmes et nous voterons contre également pour le budget ordinaire. Dans ces moments difficiles, peut-être qu'un petit mouvement de solidarité nationale aurait été appréciable, mais je comprends. J'avais une question complémentaire par rapport au trottoir. Je suis un peu surpris, si je prends l'exemple du centre de village de Housse. Lorsqu'il y a des lotissements, d'habitude, il y a un cautionnement pour mettre des trottoirs. Et je ne sais pas si ça a été fait pour la partie... Qu'appelles-tu le centre de Housse? En face du jardin de Caroline et tout le long. Ouais. Voilà. Je ne sais pas le nom, mais je vois bien ce que tu veux dire. Et donc, il était prévu normalement, je pense, un cautionnement pour faire des trottoirs lorsqu'on donnait un permis de lotir. Et je vois qu'ici, on n'a toujours pas de trottoir. Et est-ce que ça va être la commune qui va devoir prendre en charge ou est-ce qu'il y a un arrangement prévu et les sommes vont-elles être libérées si elles sont bloquées? Mais si les sommes sont bloquées à la commune, je n'en sais On va rien. regarder ça.
Je regarde. Ok. Je suis fait à Wikou, à un autre endroit. Bon. D'autres questions? Alors, pour le budget ordinaire, qui est pour? C'est extraordinaire. Ah, pour l'amendement pour les 100 000 pour le puits, qui est pour? Oui, c'est pas qu'on est contre, mais c'est intégré dans votre budget extraordinaire. Pas encore, puisque c'est un amendement. Oui, mais oui, on est d'accord pour l'amendement, oui. Ok. Alors pour le budget, donc il y aura la conséquence initiale et minimum sur le budget ordinaire. Donc pour le budget ordinaire ainsi amendé, qui est pour, qui est contre, ok. Et pour le budget extraordinaire ainsi amendé, qui est pour, qui est contre, ok. Alors nous arrivons au deuxième point. Redevance communale sur l'accueil extraordinaire pendant les congés scolaires. Des questions? Qui est pour? Non, la question. Ah, Marie. La première des choses, c'est si vous proposez ce point, c'est qu'il y a eu des motifs de revoir le montant. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui a été l'élément déclencheur par rapport à la révision du montant journalier pour les périodes les périodes de vacances scolaires? Parce que si je vais jusqu'au bout, pour une famille recomposée, mais pour une famille recomposée, 4 enfants, qui met une famille recomposée, 6 enfants. Oui, mais je vais mettre 4. Non, 6, tu as l'habitude, mais on va mettre 4. C'est un exemple. Famille recomposée. Qui met les enfants 4 semaines sur les 9 semaines de vacances, la moitié du temps. En pleine. Avant, elle payait 120 € pour ces 4 semaines. Maintenant, elle va payer 280 € pour ces 4 semaines. L'écart est quand même plus que conséquent. On double, on fait plus que doubler. Dans cette période où les familles, et les familles nombreuses a fortiori, ont des difficultés grandissantes pour faire face à l'augmentation du coût de la vie et de l'énergie, je ne comprends pas très bien, parce que ces rentrées que la commune va avoir, est-ce que c'était indispensable qu'elles aient lieu de cette façon-là et qu'elles touchent les familles ayant un certain nombre d'enfants? Donc, voilà, ça me pose problème. À la limite, je souhaiterais qu'on retire le point et qu'on y réfléchisse. Qu'on explique. Arnaud. Ben voilà, par rapport à ce que tu poses et que tu présentes sur les papiers, quelque part, bon, ben on a des professionnels qui s'en occupent, en l'occurrence, responsable ADL, Laurence, qui travaille sur ce dossier depuis des années, constate et nous a fait remonter les informations suivantes que nous investissons malgré tout dans l'encadrement pour que ces 4 semaines se passent, ce ne soit pas une simple garderie. Je pense que aussi les parents, du moins certains parents qui mettaient leurs enfants là-bas, tu parles de familles nombreuses, il n'y a pas que des familles nombreuses non plus, hein. En général, on en retrouve peut-être 2 voire 3 sur ces vacances, mais pas plus. Donc par rapport aux chiffres que tu penses, au nombre de familles qui pourraient bénéficier d'eux, parce qu'on a un nombre limite aussi. Donc, les informations qui nous ont été remontées, notamment par Laurence et son équipe, c'est que le tarif appliqué était trop bon marché par rapport à la qualité qui est de plus en plus croissante de cet encadrement. Et donc, par rapport à cela, nous avons pris la décision sur ce qui vous est présenté aujourd'hui pour demander effectivement, pour sensibiliser d'une part certains parents qui considèrent que c'est une simple garderie et à la limite on vient les déposer 3 heures pour on les reprend, des choses comme ça, mais c'est vraiment un encadrement spécifique et qui se professionnalise de plus en plus, d'où nous aussi on investit dans cet encadrement, donc cet encadrement coûte de plus en plus cher. Donc il faut pouvoir équilibrer cela tout en gardant et en conservant le service à la population, et notamment aux parents, aux enfants. Donc voilà, ça justifie les montants qui nous sont proposés aujourd'hui.
Ici, je compléterai ce qu'a dit par deux éléments. D'abord, c'est quand même pas des barrières qu'il faut prodiguer. Ensuite, pour exemple, une famille recomposée de 6 enfants n'était pas innocent, puisqu'à partir du 6e enfant, c'est gratuit. Il n'y en a pas, il nous a dit qu'il n'y en avait pas. N'y trouver aucun lien en tant que tel. Et évidemment, dans la communication qu'on fera aux parents, et comme toujours, si des familles se trouvent dans une situation difficile ou quoi, ben, ils peuvent prendre contact avec nous, avec le service du CPRS, et on regardera. Pourquoi on est dubitatif, ça se fait toutes les années. Non, je ne suis pas dubitative. Je trouve dommage, dans ta réflexion, de dire si c'est en difficulté, aller au CPAS. Non, c'est faire une démarche d'aller dire on est en difficulté financière. C'est ma famille et je trouverais scandaleux, moi qui gagne bien ma vie, d'avoir des tarifs plus bas que ça. Ça, c'est honteux. Oui, mais est-ce que tu ne vas pas les mettre, tu mettras tes enfants, Marc, dans des stages, hein? Dans des stages payant 250 € semaine, hein? Ça peut être cool. Oui. La qualité augmente. Je trouve que les cas... moyens que nous mettons pour ces 4 semaines restent importants. L'année suivante. Donc voilà, donc ici, on fait ça dans la discussion, ça se fait tout le temps, ça se fait les classes de neige, etc. On ne le chante pas sur tous les plans, justement, et tu as remarqué plein de pudeur, et tu as raison sur ce temps-là, on le fait avec pudeur, et donc je veux dire, honorabilité vis-à-vis des familles, ce sera communiqué. Honnêtement, écoute, quand je vois les tarifs là, c'est vrai, je vois totalement... L'augmentation est énorme, Marc. L'augmentation est énorme. Alors, on me dira, mais ce n'est pas pour cette année. Puisque ça commence le 29 août, hein, donc ce n'est pas pour cette année, c'est pour l'année prochaine. Alors, pourquoi faut-il le faire cette année? Parce qu'à un moment donné, si on ne le vote pas maintenant, avec les titres et tout le bazar, etc., c'est chacun son choix, oui. Les tarifs ici, franchement, c'est pas honnête, loin de là. Si quelqu'un, une famille a une difficulté, et d'ailleurs, que ce soit une famille nombreuse ou pas une famille nombreuse, je veux dire, voilà, il y a des solutions qui sont individualisées, mais je le répète, moi j'en ai un peu marre de ceux qui ont tout à fait les moyens et qui viennent briber. C'est pas normal, celui qui a les moyens, qui contribue, et voilà. Ouais. Donc moi j'ai 6 enfants, c'est comme ça, un chien, 2 chats et 3 poules, et bon, s'il faut payer tout, on paye tout. Il y a un minimum de pudeur aussi dans l'autre sens. Parce que dans le règlement antérieur, c'était le premier enfant, le deuxième, et puis les autres enfants étaient gratuits. Si ce que vous me dites, ce n'est pas ciblé les familles nombreuses, alors on pourrait s'en tenir à une augmentation pour le premier et pour le deuxième enfant. De 6 plus 4. On peut mettre 15 € pour le premier enfant et 10 € pour le deuxième. Je ne ris pas, hein. Parce que. Mais non, mais 15 fois 20 jours, ça te fait 300 €. Oui, c'est le raisonnement que tu mets ici. Et voilà, chacun a son positionnement, c'est votre choix, c'est notre choix, et donc voilà, on va voter. Voilà. D'accord. Je vais bien dire, votre alternative. Si tu veux qu'on vote, on vote. Qui est pour? Qui est contre? Alors, point 11, CPS, modification du statut administratif. Qui est pour? Point 12, CPS, modification du statut pécuniaire du personnel. Qui est pour? CPS, modification du règlement de travail du personnel. Qui est pour? Merci. Subside, pétanque de trembleur. Qui est contre? Donc, pétanque de trembleur, 250 € pour le jubilé. Qui est pour? Une question, enfin, à mon avis, c'est une erreur technique, mais on parle d'une festivité dans le cadre du jumelage avec les Français. Oui, oui. Ils viennent en consommer aussi? Oui, parce qu'ils vont encore se faire battre. Hein. Ils viennent? Oui, ils vont se faire battre. Ah! Si je me disais que c'était que de la délibée de la fin. Ah non, ils viennent en quart encore, ils s'entraînent depuis 3 ans, maintenant qu'ils viennent sauver, mais... On a compris? Oui. Alors,
Prix compte immobilier, donc ça c'est le demande dans le cadre du règlement communal sur le remboursement pour ceux qui le souhaitent du prix compte immobilier pour les salles autonomes privées associatives. Donc nous avons déjà passé quelques-unes la fois passée, donc ici c'est pour le cercle La Jeunesse de Saint-Remy, 2046 € qui est pour. Voilà. Alors, prêt sans intérêt, l'ASBL des Amis de Mousse, donc ça c'est pour mettre des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment, donc pour faire près de 7500 €. Il y a des questions? Moi, je trouve juste que les idées de maire, parfois, ne sont pas mauvaises. On avait proposé ce principe de prêt sans intérêt en octobre 2020. Je vois qu'on l'applique aujourd'hui, donc moi, je suis content. Le PNV dans les livres et PV, on n'a pas attendu 2020 pour faire des prêts sans intérêt aux associations. Alors, en tout cas, depuis que je suis là, oui, je suis modeste, je suis 2017. Mais tu n'es pas encore dans la tradition de Lincoln. On va encore quelques années pour que tu puisses t'en inspirer. Même si Lincoln est assassiné après 4 ans de mandat. Ah, c'est pour ça qu'il citait Lincoln en même temps. Peut-être. Même si en une législature, j'ai quand même fait ça coup de vieux, puisque j'ai quand même monté au 10e rang du tableau de préséance, je ne suis quand même pas là depuis 6 mois pour l'instant. Tu verras. Oh, Jérôme. Un moment d'émotion. Alors, été solidaire, je suis partenaire. Pour Mousse, qui est pour. Et encore bien. On sait ce qu'il arrive. Alors, je suis partenaire d'été solidaire. Qui est pour. Voilà. Alors, convention entre la commune de CPS pour un marché conjoint pour les fournitures scolaires pour les écoles communales et le CPS. Qui est pour. Merci. Alors, marché public du papier WC et des produits liés à l'hygiène des mains, avec la province de Liège, qui est pour. Il faut dire, alors, marché de travaux pour la construction et la rénovation de trottoirs en 2022, qui est pour. Question. Oui. Est-ce qu'on peut savoir quels seront les trottoirs qui sont imaginés être rénovés pour les... Rue du Fort. Ça, j'ai bien entendu. J'ai bien entendu. Le reste, on ne sait pas. Il ne nous dit rien. J'ai envoyé les photos pour être clair dans... C'est bien parce qu'il voit maintenant où c'est. Mais le bourgmestre. Avant de vous... Marc, c'est une parenthèse. La situation de l'autre côté de la rue, donc la rue Lieutenant Jungling, à droite et à gauche, les voitures sont scopes tout le temps en permanence sur les accotements. Il n'y a plus moyen de passer pour un piéton. Donc, on va voter les trottoirs, mais j'attire votre attention. Je sais bien que c'est une route avec le mètre, mais il va falloir trouver des solutions. Maintenant, le point qui est en rapport avec celui-ci, c'est de savoir combien vont coûter les 3 mètres de trottoir du Fort que tu demandes. Mais il n'y a pas 3 mètres. Et grâce à ces montants-là, combien est-ce que d'enfants pourraient avoir des stages extrascolaires? Mélangeons pas. Il y a une liaison à faire entre les deux, mais ça ne t'empêche pas de dormir. Vous multipliez aussi par la progressivité du taux d'intérêt qu'on vient de voter. Alors, pour les trottoirs, qui est pour? C'est chaud. Alors, marché public pour l'aménagement d'un itinéraire de mobilité 12, donc c'est celui dont on parlait tantôt, d'Alain Bleu-Limine, Meval, 670 000 € quand même. Ce ne sera pas un truc uniforme, etc., parce qu'on a essayé d'éviter au maximum le béton, mais il y a des endroits, c'est impossible de faire autrement. Donc ça a été travaillé, je crois, assez sérieusement de ce point de vue-là. Des questions? Qui est pour? Merci. Alors, marché conjoint pour l'acquisition de fournitures scolaires pour les écoles communales de CPS, qui est pour. Merci. Marché pour la désignation d'un auteur de projet chargé de réaliser une mission complète pour l'aménagement du centre de Leuny, 250 000, qui est pour. Merci. Alors, marché de service pour la désignation d'un auteur de projet pour le presbytère de Saint-Remy. Donc là, je positionne aussi précisément que possible le débat. Donc c'est pour réaliser dans le presbytère actuel, suite au départ du siège de la ville de Lyon, une rénovation de bureaux au rez-de-chaussée et d'appartements à l'étage. Donc on s'est engagé vis-à-vis de la fabrique de prendre en charge la désignation de l'auteur de projet en tant que tel. On va le faire. On va voir le projet qui sera finalisé avec la fabrique.
Et j'entends fermement que ça reste dans l'état d'esprit qui était celui qui nous a été proposé, c'est-à-dire d'avoir des logements qui soient mis à disposition de familles en difficulté, principalement, j'imagine, Saint-Rémois en porteur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Et pour? Merci. Alors, acquisition, parcelle de terrain, action, arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique, ça devient une habitude d'exproprier l'armée à Muni. On pourrait dire de civiliser la défense nationale. Et donc c'est le petit bokeh là qui nous, derrière chez Servet, qui nous manquait, qu'on a retrouvé. Et voilà. Qui est pour? Merci. Alors, acquisition immobilière. Donc nous avons ici deux problèmes. Il y a un problème qui est celui lié à la circulation au niveau de l'école communale, un moment, un peu comme partout évidemment, hein, au moment où on vient amener les enfants, où on vient les chercher. Bon, la cour est un petit peu petite. Bon, on avait espéré qu'il y ait, en ouvrant la place communale là-bas, qu'il y ait un peu plus d'autodiscipline des parents. Ce n'est pas le cas, donc ça reste compliqué. Le deuxième problème, c'est que tous les habitants du dessus de la rue des Combattants, donc dans les logements du Fouet de Fléron, n'ont pas de place de parking, donc sont en gros constamment en infraction, puisqu'ils se garent en face, sur le trottoir, en poulet. Donc voilà, et donc ça. Et donc il faut qu'on trouve une solution à cela. Donc une possibilité, c'est de pouvoir acquérir des terrains à l'arrière, ce qui permettrait donc d'avoir une zone de dégagement pour tout ce qui est la mobilité vis-à-vis de l'école en dehors de la difficulté d'être mené sur la grande route directement avec les enfants qui traversent ou quoi, même si le passage pour piétons qui a été fait là sécurise quand même un peu les choses. Et deuxièmement, donc à destination des locataires du Fouet de Fléron qui pourront ainsi disposer d'un parking. Alors là, il y a deux propriétaires. Donc il y a d'une part la SBL de la ligne droite, d'autre part les terrains à 3 en tant que tel. Bon, on a évidemment contacté tout le monde comme on le fait toujours. La ligne droite a répondu assez rapidement après de petits rappels. Et au niveau de M. Lacroix, on n'est pas encore sur le truc. Maintenant, comme nous l'avons fait sur les terrains de Barchon avec les petits terrains à acquérir pour la piste cyclable et faire le lien avec Barchon, dont je parlais tout à l'heure, avec la place de Barchon, donc avec la famille de Permentier, de temps en temps, il faut un peu mettre la pression aussi pour pouvoir aboutir dans une négociation. Donc on vous propose ici deux décisions. Une décision d'acquisition par rapport à ceux qui l'ont déjà dit qu'ils étaient d'accord, et une décision de principe de volonté d'acquérir pour, je vais dire, mettre un peu la pression et pouvoir accélérer le rythme des négociations avec les propriétaires de l'autre partie du terrain. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, bonjour. Jérôme. Par rapport à la réflexion globale, la rue André-Lucain n'est quand même pas une rue qui est très large. C'est un peu compliqué. Quelle est votre réflexion par rapport à la mobilité au sein de cette rue? Ça, c'est un élément essentiel. Il ne faudrait pas non plus que ça aggrave plus la situation que ce qu'elle est déjà. Deuxième question, c'est par rapport aux parcelles de chez M. Lacroix. Elles sont quand même de grandes parcelles. Ouais. Si j'ai bien lu la délibérée, vous comptez acquérir la totalité des parcelles. Donc, quel est votre projet au niveau de l'aménagement de ces parcelles si ça se concrétise? Et la troisième question, parce que moi j'avais un peu, je comprends le schéma global, mais à considérer que M. Lacroix refuse une négociation, c'est une procédure qui est quand même relativement longue. Enfin, voilà. On essaye toujours d'éviter parce qu'on respecte sûr. notre propriété. Je ne me rappelle pas qu'on l'ait appliqué à Muni, sauf qu'on vient d'exproprier la défense nationale, mais enfin là c'est de commun accord, je veux dire, c'est parce que c'est la procédure comme ça. Je ne me rappelle pas qu'on ait exproprié quelqu'un, mais à un moment donné, il faut, dans la discussion, si la discussion bloque un peu, rappeler quand même qu'il y a une puissance publique, c'est nous, dans les règles inconstitutionnelles de l'espèce d'expropriation de notre propriété que tu connais très bien, et il faut mettre un peu l'impression. Donc j'entends la démarche, mais c'est une procédure qui va prendre beaucoup plus de temps que la ligne droite que j'ai marquée son accord. Voilà. C'est le plus simple. Voilà, je vois. Et donc du coup, la question que je me pose, c'est à considérer que
la Croix ne veuille pas ou que ça prenne beaucoup plus de temps, est-ce que dans votre réflexion, vous envisagez déjà d'aménager le parking de la ligne droite avec les explications que vous avez fournies ici un petit peu avant. Donc voilà, je pense que je n'ai pas toutes les pièces du puzzle pour pouvoir comprendre la philosophie générale. On comprend ton raisonnement. Donc par rapport aux remarques, la parcelle de la Croix, elle est comme elle est. Voilà. Donc si ici même on a une proposition de chez la Croix, disons, écoutez, on est d'accord de vous vendre une partie, on prendra ce qu'il faut par rapport à l'objectif de parking. Maintenant, si on a toute la parcelle, la proposition est idéale, on aura de l'espace pour faire d'autres choses, sans doute, peut-être un aménagement complémentaire au niveau de l'espace de véhicule avec les etc. On verra bien. Le point de vue Lucas, c'est celui du site, on ne dit pas Lucas, on dit Lucas, on dit Lucas. Ah, je ne suis pas sardainement, excusez-moi. Je ne suis pas sardainement. Nous sommes conseillers communaux. On est censé savoir tout. Je connais le nom de la rue, mais je ne connais pas la prononciation. C'est pas mal. Voilà, mais tu as bien fait de venir aujourd'hui, notamment pour ça. Donc là, effectivement, là, on se trouve sur le site. Donc là, on est en discussion avec le Fouet de Fliron, et le deal qu'on aimerait bien trouver avec le Fouet de Fliron, c'est permis par l'importance du métré de la surface La Croix, c'est de faire un échange entre Fouet de Fliron et nous. Parce que ici, nous allons quand même rendre un service et une valeur ajoutée au niveau des logements du Fouet de Fliron, dans la mesure où on a du parking qui sera à disposition. Et là, bon, on imagine d'avoir un bocage, sans doute le jardin arrière, où c'était chez Jean de Guerre, pour ceux qui s'en rappellent, et de trouver la manière avec le Fouet de Fliron, de cette manière-là, de pouvoir élargir et trouver les dispositions pour répondre à ta question encore. Voilà, et ici, cette discussion, elle dure depuis très longtemps. Elle dure depuis très très longtemps. Alors, l'expérience, maintenant l'expérience là-dedans, l'expérience, je répète, si on ne met pas la pression à un moment donné, dans 10 ans, on est toujours à se dire, ce serait bien de le faire. À un moment donné, il faut avancer. Donc voilà. Et par rapport à l'aménagement de l'hypothèse où la Croix n'a pas du temps, l'aménagement de la ligne droite, c'est déjà conçu comme ça, comme tel. Donc, on n'a pas de projet spécifique tant que maintenant développé, il n'y a rien au budget pour l'instant. Ce qu'on espère, c'est que l'aménagement pourra se faire de façon la plus cohérente possible dans la parcelle de la Croix et la parcelle ligne droite. On va avoir les réponses que nous aurons chez la Croix à partir des décisions qu'on va prendre maintenant. Et autre question, donc c'est destiné à devenir des parkings, notamment, tout expliqué. Dans l'hypothèse où la ligne droite organise une festivité et que le parking est déjà occupé par les riverains qui habitent par là, etc., du coup ça va engendrer un nouveau problème. Ni plus ni moins que la jeunesse de servir. Ou quand la jeunesse organise des festivités, il y a une partie qui est publique dans la cour de la jeunesse et une petite partie qui est privée. Je ne vais pas dire systématiquement, on va de temps en temps des soucis avec les riverains parce qu'il y en a qui se viennent. C'est une autre configuration, mais techniquement c'est le même problème. Okay. Mais ce sera un parking public, donc c'est pas un parking réservé à l'un ou à l'autre, il faut savoir rien avec. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est-à-dire que, oui, je vais envoyer par rapport à votre explication sur la finalité globale. On est dans un dossier où les deux points sont liés, sauf qu'il y en a un qui c'est une décision de principe et l'autre une décision. Nous autres, on aurait voulu peut-être mettre une décision de principe par rapport à la ligne droite, puisque quelque part, on est dans un schéma global de solutionner l'ensemble du problème ensemble. Donc, si demain on achète la superficie qui appartient à la ligne droite et qu'on ne sait pas développer d'autres projets, ce serait un peu bête de se retrouver avec un dossier qui n'est pas ficelé convenablement, alors que vous me parlez déjà qu'il y a aussi une possibilité de travailler aussi avec le foyer de Fliron qui, lui, est d'accord de faire peut-être un switch au niveau de certains terrains. Donc, je me dis que tout est dans tout, donc décision de principe sur les deux, je suis tout à fait d'accord. Ou alors, je ne vois pas la finalité globale du projet. Il y a une finalité globale. Oui, mais le fait qu'il y ait un décalage entre les deux, si on est parti pour une expropriation, on est parti pour combien de temps? Et donc, c'est pas parce qu'on met décision de principe sur le dossier de la ligne droite
on va caler le jour où ça déclenchera l'achat des deux côtés. Oui. En mettant décision de principe, je ne sais pas si on peut mettre l'amendement. Mettre l'amendement, mais je voterai contre. Parce qu'à partir du moment où on a des dossiers qui avancent, et j'en ai peut-être le but de mettre la pression sur les consorts, je crois, comme on dit, je n'accepterai pas cet amendement. Vous êtes libre. Et voilà, nous autres on va le présenter, l'amendement en mettant décision de principe pour la ligne droite. Et ça n'a absolument rien à voir. Et la seule chose que je voulais quand même me poser comme question, avec le fait qu'il y a une partie en zone habitat, non? Là. De deuxième zone, il y a une petite partie en deuxième zone. Ouais. Et ça veut dire que dans la discussion, si nous autres, enfin, comme je n'ai pas vu de plan en tant que tel de ce qu'on voudrait faire, mais on pourrait avoir des logements qui viennent en deuxième zone ou pas? Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est le problème de l'occupation des deuxièmes zones en tant que tel. Et ça, l'urbanisme n'aime pas. Et ici, c'est pas le but dans l'absolu. Maintenant, l'absolu, c'est que quand on est dans une bâtir, c'est une zone à bâtir. C'est bien que c'est pas parce que c'est en rouge et blanc dans le secteur que c'est bâtissable en tant que tel. Les deuxièmes zones ne sont pas appréciées. Il y a des forçations, mais ici, je vois mal que ça se fasse. D'autres remarques? C'est vrai que nous, en réalité, je suis content d'avoir eu ce débat ici, parce que ça nous permet de mieux comprendre la philosophie du projet que vous proposez. Parce que dans un premier temps, au niveau du point, que je ne sais pas de problème, donc 23, l'acquisition de la ligne droite, on trouvait que tant qu'on n'avait pas, entre guillemets, l'accord ou l'aval, qu'on n'avait pas un peu plus avancé sur le terrain à la croix, c'était un peu mettre la charrue avant les bœufs. Maintenant, avec les explications que vous venez de donner ici, de dire avançons et effectivement on aura un terrain, on pourra déjà s'en servir, et j'imagine que vous allez déjà dès demain vous atteler à l'ouvrage et inviter les gens à peut-être, quand ce sera acheté, aller se garer ailleurs que dans la rue. On avance. Et c'est vrai que la mobilité et le parking au sein de Saint-Remy est un peu difficile. Donc voilà, on est content d'avoir vu ces éclairages. Et donc du coup, je comptais demander le report du point, je ne vais plus le faire et on va voter pour. Ok, écoute, vous déposez un amendement. Mais c'est au 23, donc je suppose qu'on va voter sur le 22. Point 22 qui est pour. Merci, point 23. Je propose de mettre décision de principe. Serge, je vais juste te dire une chose. Oui. Tu n'es pas le dernier né en politique. Oui. Tu pèses le poids de l'amendement que tu as déposé. Mais c'est pas parce que je mets... Non, mais je te le dis simplement. Mais pourquoi? Ok, vas-y. Donc l'amendement, c'est de faire une décision de principe plutôt qu'une décision ferme sur le point 23, c'est ça? Ben oui. Ok. Donc qui est pour l'amendement déposé par le groupe ICDH? ICDH, forcément. C'est ICDH, non? Ouais. Qui est contre? Merci. L'amendement étant rejeté, qui est pour la proposition mise à l'ordre du jour? Merci. Qui est contre? Merci. Alors, nous arrivons au point 24. Programme pas et usage de résidence principale. Alors, nous trouvons donc avec ces 48 appartements et le CPS de Trou nous a notifié que on a quand même travaillé avec une urgence assez incroyable, c'est que avant qu'ils n'ont même pas besoin de plus de 24 appartements. Donc nous sommes en train de renégocier toute la convention, ça passera évidemment au conseil communal ou au conseil de l'action sociale, fait partout qu'il faut. Et donc nous avons contacté le ministre Collignon, puisque nous avons eu une subvention dans le cadre de l'aide aux sinistrés, en disant qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas laisser 24 logements vides. Alors la réponse du ministre Collignon, c'est de dire, écoutez, voilà, ok, mais sur les 24 qui restent, mis à part un appartement, parce qu'on se rend bien compte qu'il faut un concierge, grosso modo, ou en tout cas quelqu'un qui soit une personne de référence pour les colocataires du bloc, vous devez accorder la priorité à d'autres sinistrés des inondations, première catégorie, et deuxièmement, s'il y a des demandes pour des réfugiés ukrainiens, c'est les réfugiés ukrainiens. Et on refera le point le 3 juin.
Donc si le 30 juin, ben, on a encore pas mal de logements libres, etc., ben, on passera à une phase ultérieure qui est de dire, ben, nous louerons à des personnes qui sont dans une situation qui mérite attention. Alors, dans ce contexte-là, donc, il y a deux points qui passent aujourd'hui. D'une part, un loyer pour monsieur, madame, entre guillemets, tout le monde, mais on verra après le 30 juin, sauf pour les locataires d'un appartement, pour ne pas que ce logement reste comme ça petit. Et il y a, alors c'est pas un contrat de bail, parce que la région là nous a demandé de faire un contrat précaire, préconise, donc on va rester dans ce que le mandat nous donne, et elle préconise aussi un montant de loyer qui est de 20% de l'aide sociale. Bon, on a arrondi l'aide sociale, elle fait partie, on dit 200 €, donc comme ça, on est dans le bon. Et donc c'est l'objet des deux décisions qui sont en point 24 et au point 25 en tant que tel. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Oui, une question, parce que c'est vrai que au niveau, je comprends bien évidemment qu'on essaie de trouver des solutions et il faut en trouver pour ne pas que ces logements-là restent vides. Je tiens en effet à souligner la qualité du travail qu'on est allé visiter dernièrement et on voit que c'est des appartements qui, je pense, vont être à un moment donné vite remplis dès qu'on pourra les remplir. Je me posais la question au niveau de la justification du gouvernement wallon du fait que c'était en effet pour les inondés qu'ils avaient débloqué cette somme-là. Au niveau des Ukrainiens maintenant, si on décidait est-ce qu'il y a une démarche qui a été faite vis-à-vis de faits d'asile ou autres pour dire que ces logements étaient disponibles, ou c'est simplement nous autres dans la délibée ça apparaît en étant possibilité pour les Ukrainiens. Nous avons pris des contacts avec le gouvernement wallon, puisqu'a priori le ministre Vignon a marqué son accord, on a des échanges de courrier avec son cabinet. Donc ça, le gouvernement wallon est tout à fait au courant, et à ma connaissance, ils sont quand même au pilotage quelque part de tout ça, et on a pris contact aussi avec d'autres communes. D'abord dans le cadre des inondations, on a pris contact avec Esneux et avec Chaudfontaine en disant, voilà, écoutez, si vous avez encore des personnes, elles sont prioritaires. Donc on a eu quelques contacts avec la commune d'Esneux qui vont encore revenir vers nous s'ils le souhaitent pour régler les modalités. Je m'attends à ce qu'on ait quelques personnes qui viennent d'Esneux. Je sais qu'à Chaudfontaine, en ayant discuté avec le bourgmestre, il n'y a pas de demande par rapport à la sinistre des inondations. Par contre, ils ont, je crois que c'est 67 Ukrainiens qui sont hébergés dans des familles. Et les familles, après quelques mois, elles souhaitent quand même un peu être déchargées. Je veux dire, c'est tout à fait humain, c'est déjà magnifique qu'il y ait des gens qui se soient dévoués pour héberger ces réfugiés. Mais je n'ai pas de retour pour l'instant. Donc, il me semble que le délai qui nous est demandé par le ministre Vignon jusqu'au 30 juin, on attendra bien encore 2 mois que les choses se fassent correctement. Voilà, donc ça se cite dans les instances officielles, mais on n'a pas pris contact direct avec les ingénieurs. Parce que c'est vrai que le nombre de personnes qui sont prêtes à accueillir sa province de Liège, c'est plus ou moins 2300 places de disponibles dans le privé. Et tant qu'à présent, on sent bien que les infrastructures collectives ou communales ou autres, il y a très peu de logements qui sont utilisés dans cette période-ci. Donc je me dis, est-ce que c'est suite à un mauvais contact avec le fait d'asile qui gère et qui dispatche à sa façon, ou est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un peu plus de retour? Non, c'est le gouvernement wallon qui gère. On a pris contact, on leur a dit, voilà, on va mettre ça sur la télé, on va faire de la pub dans le soir et dans la librairie. Marc, il faut à peu près 2 mois entre le moment où ils arrivent en Belgique et le moment où ils ouvrent leurs droits au CPS local. Et pendant cette période-là, ils sont essentiellement dans les familles. La question du logement se pose une fois qu'ils ont ouvert leurs droits au revenu d'intégration sociale et qu'ils quittent les familles, qui sont en mesure de quitter les familles, parce que là, ils rentrent sur le marché ordinaire des locations. Sauf que on se retrouve avec des problèmes des personnes qui ont un revenu d'intégration sociale et qui doivent trouver des tout petits loyers. Donc, je pense qu'on aura, à mon avis, une demande plus importante lorsque l'on va avoir toute une série de familles, comme tu le disais, là, du côté de Chaudfontaine ou ailleurs, qui hébergent
Et une fois que les personnes vont arriver à une régularisation de leurs droits en matière de RSI, de mutuelle et d'allocation familiale, c'est là qu'il va y avoir une recherche de logement à petit prix. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que les Ukrainiens sur Norda, ils viennent de Rochefontaine. Le contact que j'ai eu, après avoir eu un contact avec le bourgmestre, j'ai eu un contact avec le CPS. Et donc, voilà, la dame que j'ai eue est tout à fait au courant, c'est bien ce qu'on peut faire. Effectivement, c'est dans cette filière-là, je crois que ça va se passer. On n'a pas non plus 200 logements. Hein. Donc voilà. Oui, on a souvent des familles, c'est quand même souvent des familles, parfois plusieurs générations, Ah oui, mais on a... Une famille va peut-être occuper 3 studios. Voilà. C'est ça que c'est important, en tout cas, aujourd'hui, de prendre les mesures administratives nécessaires, qu'on soit clean et préparé du point de vue administratif. Ce serait trop bon que quelqu'un vienne et dise, attendez, on n'a pas voté un truc au conseil communal de ce genre. Donc voilà, c'est le but. Et alors, après, la gestion, donc, elle sera assumée par, par la commune ou il y aura une délégation au niveau du CPS. Alors, pour les Ukrainiens? Non, pour les 24 logements. Ça reste au niveau communal. Et là, c'est le principe au niveau du règlement pour obtenir un logement, ça va être fait de quelle manière? Tu peux voir que ce soit fait le mieux possible. Enfin, de toute façon, pas sur le conseil. On va regarder pour que ça se fasse. Donc c'est le collège qui décidera des choix des locataires. Mais après 30 juin. Oui, donc ici, sauf le coût pour l'appartement, là, bon, il ne faudrait pas trop traîner. Mais il n'y a pas de critères pour l'instant pour les 24 logements. D'autres questions? Alors, pour le point 24, donc, on travaille la résolution principale qui est pour. Merci. Et point 25, convention d'occupation précaire pour l'hébergement des réfugiés venus d'Ukraine qui est pour. Merci. Alors, le point 26, vente d'aide sur pied à entier. Des questions? Qui est pour? Merci. Lotissement Rue de la Balle avec incorporation d'une emprise qui est pour. Merci. Démission d'un représentant de la commune, Mme Pascal Perrault, qui est pour en acte. Bon, ce qu'on fait. Point 29, SBL Maison de police du pays de Herve, donc emplacement, il y a bulletin de vote, donc ça c'est pour remplacer Isabelle par Sabine. J'ai rebondi sur oui, mais tu n'as qu'à franchir, t'as l'envie de franchir, et on pouvait comprendre tout à fait. Mais ça fait que... On a voté pour l'exonération du prix quotidien. On a ligne droite. C'est pas qu'on a ligne droite, non? Vous avez attention qu'il n'a pas parce que plus on doit être sous. Mais ce n'est pas, il n'est pas même pas obligé. Quoi? L'achat. C'est pas obligé. L'achat de quoi? Mais pas encore. Non. Cyclable, ça rien à voir. Mais non, c'est pas fait cyclable, c'est ça que j'ai pas vu. C'est John qui m'a dit que c'était pas fait cyclable.
il faut contrôler parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de sous. Et ça, c'est la réalité. Donc ça les énerve. Parce que c'est très bien village, ça doit être communiqué, c'est qu'on a sauvé la ligne droite de l'affaire. Ah, ça, oui, ça m'intéresse. Soutenez, c'est comme ça. Si. Qu'est-ce qu'il fait froid ici? C'est le procédé d'attention de ça. Alors, le 30e point, pendant le suspense, si vous avez l'information du vote, c'est remplacement, donc unanimité pour se passer, remplacement des autres SAP dans la commission communale de l'accueil. En suppléance. Ah, Isabelle. C'était Isabelle. Ça habite au La fois elle a, hein. Encore. Oui, comme toi, tu as voté pour toi pour aller à un truc. T'as pas été élu. Depuis plein de poches. Tu sais, c'est des catombes là aujourd'hui. On ne peut même pas commencer à penser. Avant qu'elle ne prenne ses reins. Bah oui. Il doit être combien? Ça c'est aussi. Jolève, Christophe Berthaud. Non, mais c'est. Si nous autres on se lève, on va aller le faire. Mais si nous autres on se lève, eux sont plus closes. Et 11 sur 23, t'as pas vu. Mais c'était pas l'intérêt. Mais ça s'est déjà passé. Quand c'était 11-10, c'était pas 15 quand c'était le budget, il se levait et tout était pour c'est exceptionnel. Christophe qui dort. Il réfléchit. Unanimité, alors donc on avait rajouté un point en urgence et à l'Assemblée générale, donc nous avons voté chaque point sur ce Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui envisage de voter contre des points? Non, c'est pas là, ça me va. Non, c'est pour voir ma technique. On ne voit rien, surtout quand tu regardes. D'accord. Alors pour l'Assemblée générale ordinaire, qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repos. Ça va? Ça va comme ça? Y a-t-il des questions d'actualité? Oui. Non, vas-y. C'est fini, ça, c'est fini. Voilà, puisque notre directeur financier teste son dernier jour demain, je voulais profiter d'être en séance publique pour le remercier, j'imagine au nom du maire, mais j'imagine ici au nom de l'ensemble du conseil communal, pour l'excellent travail qu'il a prodigué ces années. Et le remercier vraiment, lui dire voilà, bon vent, bonne continuation, et lui dire que personne n'était remplaçant, mais vraiment bien. Ah, dans un an. Dans un an, il y a peut-être. Hein. Mais dans un an. Bon, Anne-Marie. Alors, Anne-Marie, on a terminé le PV du mois dernier en disant qu'après la visite que nous avons eue à la caserne, on allait pouvoir avoir le PowerPoint concernant la mobilité douce. Alors, je te l'ai dit. Ce serait bien. Je t'expliquais mieux qu'un dessert, mieux qu'un problème. Non, mais s'il existe, on souhaiterait pouvoir le visionner avec plaisir. S'il n'existe pas, on ne va pas vous faire ce travail-là en plus. Hein, mais s'il existe, c'est un plaisir.
Voilà, il suffit de faire une date. Ah, c'est une première chose. Une deuxième chose, ben, ça concerne l'arrivée des enfants ukrainiens dans nos écoles. Donc la fois dernière, il était question d'un enfant. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y en a 4 actuellement à Sèvres et 2 à Barchon. Et peut-être un, mais voilà, les parents se tard. Vous devez en avoir 8 dans la même école dans la même école. Oui. C'est pas le même pays. Pas simplement le pays. Et ça se passe correctement, ça se passe bien. Les instituteurs, c'est pas trop lourd pour les instituteurs. Je pense qu'ils peuvent, et les enfants du coup, de comprendre, et on s'adapte, hein, on essaie de faire un enfant par rapport à un adulte au niveau de langue, ça va encore. Bien, merci. Et alors une dernière question, mais je ne sais pas, elle doit peut-être arriver en huis clos, Marc. C'est la question de la pérennité de l'accueil migrant de Barchon. On a une réunion, on a demandé une réunion, on va voir dans 15 jours, 3 semaines. C'est toujours mieux, hein? Ah, mais ça, je n'en doute pas, mais il faut faire le point. À un moment donné, on est amené à devoir faire le point. Oh, donc ici, le rez-de-chaussée va être libéré, je crois, une question vraiment de détail, puisque l'unité paroissiale pastorale va aller à Mortier, pour les besoins qui sont les leurs. Et alors, bon, effectivement, au niveau de la SBL, ben bon, il faut qu'ils aient les moyens de continuer en tant que tel. Donc on va regarder pour un mieux. Ils ont reçu des subsides. De mémoire, ils en ont eu, oui. Je ne sais pas si le dernier plan qu'ils ont introduit a eu justement, c'est le jeu de la Réunion. Mais bon, quelle belle réalisation. Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire. Mais dans tous les cas, par rapport à la situation qui était vécue il y a 2 ans sous les ponts, le travail réalisé par les citoyens a été remarquable. Ouais. Et la commune a suivi. Ah, si tu le vois comme ça. Mais est-ce qu'il y a toujours, au niveau du nombre, c'est toujours comme avant ou il y a une diminution Ça varie un petit peu, mais la variation est assez marginale, ça c'est vraiment régulé. On voit que l'impact sur les personnes d'abord est assez formidable, évidemment, sans doute. Mais aussi sur le quartier, je ne vois plus rien, il y avait un peu des mouvements d'humeur, des fois un peu justifiés, et puis bon, sur la terre, il y a des imbéciles. Donc je ne vois même plus rien passer parce que il y a plus de déambulation, de groupes de jeunes, etc. C'est toujours ça qui crée un peu l'inquiétude aussi. En tant que tel, si on peut comprendre certains riverains qui étaient tout à fait de bonne foi, qui nous posaient des questions, des fois, j'ai 10 jeunes qui sont devant chez moi, que ça fait quoi. Mais le nombre de migrants n'a pas diminué par rapport il y a 2 ans. Sur Marchand, donc il y a des fois un petit peu des augmentations un peu, ça s'autorégule quelque part. C'est toujours des Érythréens. Essentiellement. Ouais. Il y en a quand même d'autres qui viennent d'autres pays. Très peu, très peu. Ici, ils fonctionnent comment? Ils se téléphonent et un petit peu des filières naturelles qui s'organisent par regroupement spontané, je veux dire. Donc voilà, donc on se des Érythréens. D'autres questions? J'ai une question. Nous avons été interpellés par des riverains de la rue des Sauvages Mêlés à Sèvres quant à la pose de pots de clé, de petits poteaux, sur des trottoirs, et qui, depuis qu'ils ont été placés il y a quelques mois maintenant, créent un peu une source de tension, voire de zizanie au sein du quartier. Et donc, ils nous interpellent par rapport à ça. Moi, je relaye cette source d'inquiétude. Alors, la question que je me pose, C'est chez qui? je ne donnerai pas de nom en séance publique. Comme ça, je ne peux pas répondre. Il n'y en a pas beaucoup, des poteaux. Il y en avait déjà? Non. Il y en avait déjà. Bon, oui, alors on a rajouté. Me voilà. On en parle en séance à huis clos. Ok, on peut reparler en séance à huis clos. C'est dans le prolongement, si je peux, mais tout à fait. Que sont devenus les potelets qu'on avait mis rue Richlat là? On en a mis, on les a retirés, on en a mis On en a parlé au conseil dernier, on avait dû... Oui, j'ai posé la question, mais tu ne m'écoutes jamais. Excuse-moi, non. Oui, on avait demandé.
D'autres questions? Bon, tant qu'on est dans les petits potelets, je crois qu'à Sèvres, ils étaient perpendiculaires au sens de marche de la route. Et maintenant, ils sont parallèles, on a modifié un peu le tracé. Par vous? Ouais, à cause de quoi? On a fait... Test. Non, on a fait le marquage plus se devait. Ah. C'est une règle. Conformément aux injonctions de la région. Ok. Merci madame la directrice. D'autres questions? Hors Potelet? Ça fait partie de la vie de la commune, hein. C'est des questions qui intéressent les gens. Donc, voilà, eh bien merci beaucoup au public pour son attention. Merci à tous pour votre accueil et merci de nous donner la possibilité de participer entre guillemets. C'est gentil, Rémi. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir, Rémi.